Bonjour et bienvenue dans cette émission du 27 mars 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. L'émission d'aujourd'hui sera placée sous le signe de la colère. Une franche colère, une saine colère, une sainte colère, devant l'ignominie et la crapulerie sans nom qui nous sont infligées. Je rappelle l'information que j'ai partagée hier, et je remercie Silvano Trotta qui nous tient diligemment informés de ce qu'il se passe outre-Rhin, qu'il y a actuellement un grand scandale en Allemagne, on attendrait le même en France, en Suisse et en Belgique, autour du fait que, bien sûr, l'avons-nous assez dit ? Les mesures comme les confinements, le port du masque, etc. étaient connues pour être à éviter, sans utilité et avec des conséquences dommageables. Alors ça sort enfin en Allemagne. Vous voyez que le Telegraph en Angleterre qui reprend cette information dit un organisme de santé allemand, le Robert Koch Institute, qui est vraiment la haute autorité de santé si vous voulez, avait admis durant la pandémie de coronavirus que les mesures de confinement pouvaient causer plus de dégâts que le Covid-19. Et que rien ne prouvait que le port de masque était utile selon les documents rendus publics. Mais on le savait, c'était dans toutes les littératures scientifiques. Il n'y a pas besoin de rendre des documents publics, il suffisait de se tourner vers la science et d'écouter des experts dignes de ce nom, plutôt que les bouffons qui se sont succédés sur les plateaux de télévision. Les journaux britanniques ont toujours le sens de la synthèse, ici pour résumer le shit show, des révélations récentes en Allemagne sur le rôle prépondérant de la politique sur le très pseudo-scientifique Robert Koch Institute. Mais tout a été pseudo-scientifique. L'OMS a été pseudo-scientifique. L'Union européenne, l'Agence européenne du médicament a été pseudo-scientifique. Nos propres systèmes de santé ont été pseudo-scientifiques. Et donc oui, ça sort, bien sûr, les confinements font beaucoup plus de dégâts qu'ils n'apportent de choses utiles, et en l'occurrence l'équation est assez simple étant donné qu'ils n'apportent strictement rien d'utile. Un article intéressant, publié en français, dans une traduction française par Laurent Mukieli sur son blog, reprend la situation en Suède, où, comme vous le savez, la Suède n'a jamais fermé les écoles, les commerces et les restaurants, jamais imposé de confinement, jamais imposé de port du masque. Eh bien, malgré ça, les taux de surmortalité ont été beaucoup plus faibles que partout ailleurs en Europe, avec des coûts économiques beaucoup moins élevés. Et donc, voilà, bien sûr, la Suède a appliqué la bonne méthode, celle que l'on savait devoir appliquer. Et ce qui est extraordinaire, c'est que 4 ans plus tard, on redécouvre la roue. En disant, ah tiens, en fait, à partir des documents révélés publiquement, enfin, il apparaît que... Mais il est toujours apparu. Dans le même temps, eh bien, je ne vous apprends rien, le déficit français déficit budgétaire atteint un niveau inimaginable. Et notre bouffon de l'économie nationale, Bruno Le Maire, qui entre-temps a eu le temps d'écrire un roman avec des passages pornographiques, a eu le temps d'écrire un livre sur son projet présidentiel. Je ne sais pas quel être humain doté de raison pourrait être tenté de confier les destinées d'une nation à ce personnage. Mais donc, lui qui voulait mettre l'économie russe à genoux, atteint un déficit de 5,5%, 3 000 milliards de dettes et 45% de part de budget 2024 non financée. Abracadabrantesque. Alors les députés et les républicains se réveillent tout soudain. Oui, il y a eu les maquillages des comptes du pays pour ne pas affoler les agences de notation. En d'autres termes, le gouvernement a truqué et a fraudé. Et le député met en perspective l'incompétence et l'irresponsabilité de Bruno Le Maire, pourtant en poste depuis 7 ans. Bon, nous, ça ne nous avait pas échappé quand même. Le poids des agences de notation et des marchés financiers dans les politiques économiques et budgétaires. Et il dit, voilà, c'est grave, vous avez menti aux Français. Bon, en attendant, ils n'ont jamais voté une motion de censure pour mettre en échec ce gouvernement suicidaire pour le pays. Enfin, suicidaire pour les autres, parce qu'eux, ils ne se suicident pas au passage. Au contraire, pour eux, ça va très bien. Cécile Duflot d'Oxfam France dit, au sujet de Bruno Le Maire et de Gabriel Attal, soit ils sont manipulateurs, soit ils sont incompétents.
En l'occurrence, l'un n'empêche pas l'autre, on voit plutôt une combinaison des deux, et Olivier Delamarche relève à très juste titre que la seule économie qui ait du sens, c'est de virer Bruno Le Maire. Parce que du coup, Bruno Le Maire, il dit « Ah, je vais écrire aux opérateurs de l'État en leur demandant d'économiser sur leur budget et de me faire leurs propositions. » Pendant ce temps-là, il fera quoi? Il écrira un autre bouquin érotique en disant qu'il va mettre cette fois la Chine à genoux, l'économie de la Chine à genoux. Et avec cette question, mais à quoi les fonds ont-ils été dépensés? Et surtout avec quel effet? Comme le pose justement comme question Xavier Azalbert. 400 milliards ont été dépensés pour esquiver un virus que tout le monde a chopé. Olé, olé. Alors là, c'est le pompon. Jean-René Cazeneuve, député Renaissance, rapporteur général de la Commission des finances, qui dit au sujet du déficit public « Ce n'était pas prévisible ». Ce n'était pas prévisible, mais ça fait 4 ans qu'on le prévoit, étant donné la stupidité et la destructivité des mesures qui sont prises. Il ajoute, ce sont les crises successives et les mesures prises pour protéger nos concitoyens qui ont creusé le déficit depuis 2020. C'est-à-dire que cet abruti croit encore que ce qui a été imposé à la population, les confinements, les masques, les fermetures, les couvre-feux, les passes sanitaires, a protégé la population. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec des gens qui sont arrivés à ce degré terminal de stupidité et d'incapacité à penser les choses? J'avais dans mon livre Autopsie d'un désastre écrit tout un chapitre sur les dégâts économiques qui, bien sûr, étaient prévisibles et qui, pour nous qui les avions vus arriver, sont d'autant plus terrifiants qu'on savait très bien que c'était en train de détruire les forces vives économiques de nos pays, au profit des grandes transnationales et de leurs modèles de consommation. Et dans le livre dont je viens de terminer la rédaction, qui sera bientôt disponible en librairie, je montre la fabrication du désastre. C'est-à-dire que c'est un plan délibéré. Ça n'est pas une gabegie dans une mauvaise gestion, que des gens à la limite comme M. Cazeneuve soient tellement à côté de la plaque qu'ils soient totalement incapables de penser les choses, à la limite. Mais on voit dans la systématicité des décisions qui ont été prises qu'il y a eu une intention délibérée de détruire nos États, dans le cadre de ce qui est à la fois un hold-up planétaire, mais également un coup d'État mondialisé, de sorte à ce que les États-nations n'aient plus de souveraineté. Et d'ailleurs, le traité de libre-échange CEPTA en France en est un bon exemple, puisque le Sénat vient de rejeter l'accord, mais que les responsables politiques disent « ça ne changera rien ». Vous pouvez toujours voter ce que vous voulez, le pouvoir n'est plus entre vos mains. Et donc la vérité, c'est qu'il y a eu, c'est déjà fait, une prédation sur les finances des populations, sur l'économie et les finances des États et donc des populations, et notamment avec l'omniprésence de géants de la finance, comme BlackRock en France, qui détient aujourd'hui une grande partie de la dette de l'État français, qui s'intéresse au régime des retraites, qui possède une grande partie du CAC 40, et qui atteint aujourd'hui une taille tellement démesurée que c'est en réalité des institutions comme elle et comme Vanguard qui font la pluie et le beau temps. Alors Philippe Murer, économiste qu'il faut vraiment suivre, relève que dans ce mouvement d'étranglement des forces vives économiques de la société, visant en priori les auto-entrepreneurs, les artisans, les indépendants, les petites et moyennes entreprises, le commerce de détail, la restauration, enfin tout ce qui fait vraiment l'économie d'un pays, au niveau du terrain, au niveau de la réalité économique des gens, eh bien, il y a eu effectivement ce coup de massue des confinements et des fermetures à répétition, et puis l'augmentation totalement invraisemblable du coût de l'énergie. Et donc, Philippe Murer souligne que les opérateurs sur le marché de l'électricité ont prélevé 42,5 milliards d'euros de marge pour des coûts de production de 40 milliards. En d'autres termes, c'est du racket et c'est un hold-up organisé à grande échelle. Ils ont dépensé 120 milliards d'euros pour les boucliers énergétiques suite aux auto-sanctions, 300 milliards pour les confinements Covid, et à quoi réfléchit le gouvernement pour corriger la manœuvre? Eh bien, punir les gens en situation de précarité, notamment les chômeurs et les petites gens. Alors Paul-Antoine Martin, dont je ne recommanderai jamais suffisamment la lecture du livre remarquable qu'il vient de sortir sur cette caste, cette élite
politico-administrative en France qui n'a aucun égard pour le bien public et s'auto-exonère en permanence de toute responsabilité dans une impunité totale, a troussé quelques commentaires que je fais miens, ou en tout cas que je me permets de répercuter. Au sujet de Gabriel Attal, l'écœurement. Ils profitent à outrance, vivent de l'irresponsabilité et de l'impunité, ne risquent jamais rien car ils ont l'emploi garanti à vie et sont incompétents. Mais ils vont encore plus précariser ceux qui souffrent, ceux qui ne peuvent pas nourrir leur famille, ceux qui sont trop seniors pour trouver un emploi, ceux qui n'en peuvent plus. L'immoralité abjecte est là, installée dans les beaux fauteuils du pouvoir, et elle avance sans opposition aucune. On peut penser évidemment au président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, qui estime que tout le monde doit être concerné par l'effort. Oui, tout le monde sauf eux. Ça, on l'a bien compris. Et le commentaire de M. Martin, voici le frère jumeau de Bruno Le Maire, des décennies d'aller-retour entre politique et haute fonction publique à donner des leçons à tout le monde. Il est comptable des échecs considérables de la France, mais il refuse évidemment toute responsabilité puisque c'est toujours à cause des autres, donc aux autres de payer. Lui, crâne luisant, moi aussi, jeune papa à 60 ans, 25 000 € par mois d'argent public, logé, nourri, transporté, continuera comme il a toujours fait. Je le vois bien, dit-il, remplacer prochainement Fabius à la tête du Conseil constitutionnel, ça serait un magnifique foutage de gueule ultime aux Français. Et pendant ce temps-là, à force de couler, d'organiser le naufrage que nous vivons, eh bien qu'envisage désormais le gouvernement, au titre d'une économie de guerre, le ministre des Armées n'exclut pas des réquisitions, y compris bien sûr le fait de puiser dans votre épargne, vu qu'elle est disponible. Et tout ceci alors que l'agence France Presse, ou faut-il l'appeler agence France Pute pour parler français, n'a cessé, dans ses fact-checking totalement malhonnêtes, de mettre des grandes croix rouges en disant « Non, non, c'est trompeur de dire que l'État pourra réquisitionner ». Et ben voilà, en attendant, le ministre des Forces armées, le ministre des Armées, lui n'exclut pas des réquisitions pour accélérer la production. À propos de bouffons toxiques, pensons un peu à ce cher monsieur Breton, dont Didier Maistre souligne à juste titre « Partout où il passe, c'est la ruine », sauf pour lui, qui s'enrichit au passage dans des proportions gigantesques. Sera-t-il jugé ? Mais jamais. Au contraire, il continue désormais à l'échelle d'un pays, voire d'un continent, ivre de guerre totale et de censure des citoyens. Parce que pour en rester à monsieur Breton, rappelons que le groupe Atos, suite aux années qu'il a passées à la tête de cette entreprise, vient d'encaisser une perte de 3,4 milliards d'euros en 2023, essentiellement due à des dépréciations comptables sous la direction de qui ? Mais de monsieur Breton. Et pendant ce temps-là, toujours, on apprend que l'OMS, qui bien sûr participe activement au système de censure que monsieur Breton et d'autres mettent en œuvre, eh bien lui a engagé des sociétés de relations publiques pour faire la promotion de sa gestion de la pandémie, y compris des confinements qui ne servent à rien. Et vraiment, on est dans un tel désastre collectif. Je me réjouis de la sortie de mon livre « La fabrication du désastre » parce que j'y montre comment tout cela est préparé depuis plus de 20 ans, comment il y a eu une militarisation de la santé publique, notamment de réponse aux épidémies. Il a suffi d'un malheureux virus fabriqué en laboratoire qui tout d'un coup s'est mis à circuler pour que la réponse militaire advienne. Il y a eu une militarisation de l'information et de la censure sur les réseaux sociaux pour que surtout aucune contestation visant simplement à révéler ce qu'on est en train de redécouvrir 4 ans plus tard ne puisse mettre en échec la machine, et un hold-up et un coup d'État mondial fait par des gens qui, par ailleurs, ne se cachent absolument pas de leurs intentions. Donc, de nouveau, il y a plus de 1000 références documentaires dans Fabrication du désastre, comme il y en a eu plus de 1000 références documentaires dans Autopsie d'un désastre, parce que je documente tout, tout est disponible et accessible, ça dépend de l'intention d'aller regarder les choses là où elles se trouvent. Et donc John Ioannidis, un excellent épidémiologiste à Stanford, qui lui a écrit un article avec ses co-auteurs Michaela Schippers
et en l'occurrence Matthias Luix, il y avait déjà eu un premier article qui avait fait le bilan de la crise et qui montrait tout ce qu'il y avait à savoir à l'automne 2022, que j'avais traduit en français. Et dans ce nouvel article, Ioannidis se dit « Mais notre société, la société dans laquelle nous vivons, est-elle prise dans une spirale de la mort ? Nous sommes actuellement dans un effondrement et une inversion de la société. » C'est-à-dire que la perversité de ceux qui nous gouvernent est présentée comme étant une bonne manière de gérer les choses, et tous ceux qui s'essayent à rappeler la bonne manière de gérer les choses se font diaboliser. Alors un exemple supplémentaire, l'ancien terroriste actuellement sous le coup d'une plainte pénale pour crime contre l'humanité, Tedros Ghebreyesus, directeur de l'OMS, lui déclare la guerre à la viande et à l'agriculture, au nom de la crise climatique, dont on sait qu'elle est extraordinairement exagérée et exploitée à des fins politiques. Il nous explique que pour sauver la planète, il va falloir détruire l'agriculture et la confier entièrement aux mains de qui ? Eh bien de gens comme Bill Gates, qui a racheté en l'occurrence l'essentiel des terres arables aux États-Unis. Et vous savez que la guerre en Ukraine a en réalité comme but le fait de pouvoir mettre la main sur les extraordinaires ressources de production de blé et de céréales qui existent là-bas depuis toujours et que BlackRock est en train de s'accaparer. Alors il y a eu au moins un remarquable reportage d'Arte sur les dérives d'Ursula von der Leyen. Alors, combien de rétrocommissions a-t-elle perçu sur les milliards, les dizaines de milliards d'euros de contrats qu'elle a passés d'une manière qui était totalement illégale au regard de ses prérogatives. Et pour terminer sur une bonne nouvelle, sachez qu'il y a plusieurs États qui se sont associés à la plainte pour corruption contre Ursula von der Leyen. Et si tant est qu'il reste un semblant d'intégrité aux institutions judiciaires, eh bien Mme von der Leyen pourrait être partie pour de gros problèmes. Cela dit, le fond du problème, ça reste la manière dont la démocratie représentative est aujourd'hui complètement en panne. Et on voit bien qu'ils ont beau faire des grands effets de manche, actuellement nous n'avons dans les assemblées législatives, que sont l'Assemblée nationale et le Sénat en France, mais l'équivalent dans les autres pays, que des gens qui sont totalement dépassés, qui sont totalement corrompus. C'est-à-dire qu'ils cherchent à tout prix à préserver leurs privilèges. C'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de motion de censure contre le gouvernement Macron. C'est que les députés ne veulent pas prendre le risque de perdre tous les privilèges dont ils jouissent. Et donc aujourd'hui, la classe politique dans son ensemble, ça n'est pas populiste de le dire, c'est simplement une analyse d'anthropologie politique basique, est en train d'agir à l'encontre totalement des intérêts du peuple qui les a élus, mais en sachant que de toute manière, dans le système d'élection actuel, il n'y a guère que 12 à 15% des habitants d'un pays, de la population réelle d'un pays, qui élit des soi-disant représentants qui ne la représentent plus du tout. Et donc, voilà, tôt ou tard, il va falloir taper du poing sur la table. Les Français et les Suisses et les Belges et les Québécois sont lents à se réveiller. Est-ce au moment où l'État ira mettre la main dans leur épargne et commencera à réquisitionner leurs avoirs et éventuellement leurs personnes qu'ils se réveilleront, mais toujours est-il que continuons à être habités par une saine et sainte colère face à cette montagne d'ignominies diverses et variées, ne lâchons pas et surtout encourageons tous les efforts qui sont en train de faire sortir la réalité des choses, car là encore c'est une question d'opiniâtreté, de courage et de foi en les ressources de l'espèce humaine et de l'avenir. Elles ont été bien éreintées par les maltraitances et les brutalités diverses qui nous ont été infligées, mais elles restent malgré tout vivantes. Et donc je vous donne rendez-vous après les fêtes pascales pour de nouvelles aventures.